Euh, Dans un premier temps, oui, j'ai pas du tout pu reprendre les corrections des exercices cette semaine, comme vous pouvez comprendre. Mais ça n'empêche pas que je vous répondrai avant que vous puissiez passer l'examen, parce que c'est quand même important que vous ayez une réponse personnalisée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu durant cette semaine ou par rapport aux semaines précédentes? Moi, j'avais une question, en fait, par rapport à la place du commercial dans une entreprise. Mhm. En fait, vu que c'est lui qui prend la commande et qui est censé chiffrer la mission, à quel moment il intervient en fait avec le chef de projet? Est-ce qu'il intervient dans la rédaction du business case? Ou est-ce que c'est le commanditaire en fait? Ou voilà, ça, je me Alors, pose des petites questions. quel positionnement a le commercial par rapport au chef de projet? Est-ce que le commercial vend la prestation du chef de projet? Donc, grosso modo, comme une entreprise de consulting, le commercial est à la rencontre du client, il vend une prestation de gestion de projet pour laquelle il souhaite impliquer un chef de projet qui vaut tant d'euros par jour. Et dans ce cas-là, euh, là, on n'est pas dans le cadre où le jeu commercial va chiffrer le projet. Il laisse bien les clés au chef de projet. Le chef de projet, lui, aura bien à charge, une fois qu'il est en mission, d'évaluer le terrain et de rédiger ce business case. Il en fera certainement un retour à son commercial pour lui dire, ben voilà, tu as chiffré une mission de 6 mois, ben moi quand je mets les mains dedans, ben en fait je me rends compte que c'est 8 mois, 10 mois. On confirme bien avec le client que pour le contrat qui a été prévu, mais c'est bien le chef de projet qui va lui donner plus de fitness au contrat, en tout cas au business case et donc au contrat de projet entre guillemets pour cette mission. Ok. Donc c'est bien dans ce cadre-là, hein, donc un chef commercial qui vend une prestation de chef de projet. C'est Oui. bien ça? Oui, en gros, c'est ça. Après, moi, je me pose la question parce que dans mon entreprise, c'est un peu flou et en fait, et je pense que c'est dû à un énorme manque de communication. Donc, du coup, vu que c'est le commercial qui a la relation client, derrière, par exemple, moi, je vais chiffrer quelque chose et parfois, j'ai pas toutes les clés en main. Mais du coup, oui, en fait, c'est une question vraiment d'organisation qui est pas claire, Hmm. je pense, au sein de ma boîte. Et c'est très bien hein, de peut-être remettre les choses à plat pour bien préciser qui doit faire quoi au sein de l'entreprise par rapport à un Mm, projet. Ça mange pas de pain. Et surtout, le but, c'est de se mettre d'accord. Le but n'est pas forcément de s'aligner euh, euh, avec toutes les clés que je propose, mais au moins d'avoir une ligne directrice et d'être sûr que on a le cloisonnement des différents rôles qui est mm. réalisé. Et c'est vrai que c'est bien d'en avoir connaissance, mais si tu es la seule, par exemple, dans l'entreprise à en avoir connaissance et du coup à essayer de l'appliquer, si les autres ne sont pas forcément au courant, Ouais. ou en tout cas n'ont pas l'information, ça pourra pas être fluide. Donc ouais, Ouais, je sais. c'est Bah, en une bonne fait, initiative à prendre. je fais cette formation parce que je vois tout ce qui ne va pas et ça me pèse parce que moi, j'aime que les choses soient carrées. J'aime pas que ça perde du temps sur des trucs qui pourraient être tellement simples. Enfin, ça peut être Ouais. tellement fluide. Je vais voir comment je peux l'amener, mais Écoute, quand on tu est passes une formation. dessus, Tu es en train de passer une formation et j'espère aussi donc tu auras la certification. Enfin vous deux, hein, vous m'avez l'air d'être bien faites, donc j'ai nul doute que vous pourrez l'obtenir. Euh, L'idée derrière tout ça est de valoriser ce que vous avez passé et aussi de présenter ce que vous avez appris. Et quelque part, c'est aussi se servir de cette formation pour dire, ben voilà, moi j'ai appris ça, c'est vrai que c'est la théorie, mais quelque part la personne qui m'a présenté cette formation, c'est pas juste un professeur, c'est un chef de projet confirmé. J'aimerais bien mettre en application pas mal de choses, ça pourrait nous aider. C'est dans ce chemin-là qu'il faut les emmener, de dire, exactement, ouais. ça peut nous aider, on peut peut-être gagner du temps. Ça, enfin, gagner du temps, je pense que c'est le nerf de la guerre de beaucoup d'entreprises. Gagner du temps, c'est aussi gagner de l'argent. Ouais. Passer moins de temps à des tâches superflues, c'est important parce qu'on sait qui fait quoi. Ça évite que d'autres personnes, enfin plusieurs personnes fassent le même travail. Par exemple, c'est voilà, Mm. c'est comme ça qu'il faudrait que tu puisses l'apporter. Ouais, je vais Après, voir ça. Bah, c'est ce que j'avais un peu en tête. Je vais voir. ok, pas de souci.
Ouais, moi, j'avais une question sur le retour d'expérience. Oui. Voilà, donc à la phase de clôture, donc on rédige un retour d'expérience. Et ma question, c'est où est-ce qu'on le stocke et est-ce qu'on le diffuse? Est-ce qu'on le partage, ce retour d'expérience? Sachant qu'au niveau du contenu, il y a des choses qui peuvent être un petit peu gênants. Et jusqu'à où, quel rayon on le diffuse? Si on le diffuse en interne, en externe? Je me suis Alors, posé cette question en le voyant. alors le retour d'expérience, plus que le diffuser, je dirais plus c'est plutôt archiver. Euh, alors en effet, il est accessible à tous, normalement dans une entreprise. En tout cas, à toute personne qui est intéressée de réaliser un projet qui est similaire à celui que tu réalises. Euh, L'idée n'est pas de réaliser un retour d'expérience et le diffuser à outrance à toutes les parties prenantes, etc. Même s'ils pourraient avoir accès, mais voilà, le processus en tout cas, c'est pas celui que je propose. Lorsque tu réalises ce retour d'expérience, il faut aussi essayer de ne, enfin, alors je crois que je le précise dans la formation, lorsqu'il y a des sujets qui sont un petit peu délicats, de pas citer de nom. Ouais, C'est vrai que ça pourrait être un document qui est revu peut-être 10 ans, 15 ans après. Si une personne dans l'entreprise qui n'était pas forcément, qui était peut-être développeur et qui aujourd'hui devient je sais pas, le DAF de l'entreprise, si tu l'allumes en disant, bah, putain, et lui, ouais, ouais, ça il c'est en, sûr. il, en- il en foutait pas une, euh, et que en fait c'est le DAF, voilà, et il retombe dessus 15 ans après, il va dire, putain, celui-là, putain, il m'a allumé, j'avais Mmh. pas vu dans le document. Vous me précisez qu'il y a eu des soucis de coordination, voilà, de globaliser les choses et de savoir comment tu les as traités. Bah voilà, faire un point avec son manager, ça a permis de se résoudre des choses. Donc vous me mettez le plus, alors pas neutre parce qu'il faut citer les problèmes, ils existent. Euh, il ne faut pas les cacher, au contraire, parce que sinon ça n'a pas de sens d'avoir ce retour d'expérience. Mais essayer de pas nommer les personnes, plutôt nommer un service ou Mmh. mais pas dire voilà une personne dans le service a fait tel truc. Ça va être trop peut-être trop ciblé et peut-être que les personnes vont peut-être mal le prendre. Lorsque en tout cas lorsque les sujets sont délicats. Euh, Lorsque ça amène à une situation qui se résout, qui se résout bien, en tout cas qui finit bien, on peut se permettre de dire, par exemple, j'ai eu un cas moi où lorsque je livrais une application financière pour donc un groupe international et donc pour l'entité italienne, le chef, enfin le responsable de l'entité italienne ne voulait pas entendre parler du projet parce qu'il était sûr et certain que ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait un processus qui n'allait pas fonctionner. Euh, donc j'ai précisé dans mon retour d'expérience. Et ce qui a permis de résoudre ce problème, c'était moi de mettre en confrontation mon sponsor avec ce responsable local, puisqu'en fait j'avais aucun pouvoir. J'essayais de faire bouger les choses, et en Italie, il me disait, même dans l'oreille, écoute, Joy, c'est bien, t'es là, tu nous présentes des choses, mais on fera pas ton projet. Alors je dis, mais ça c'est pas possible, vous êtes dans mon périmètre, enfin moi c'est acté, faut qu'on y aille, on a une date. Je dis, mais c'est pas possible. Donc je vais vers mon commanditaire, je lui dis, écoute, ils veulent pas le faire le projet, je fais quoi? Il me dit, écoute, fais un point, je comprends pas. On me dit, on va parler ensemble. Toi, je veux que tu sois dedans et que tu expliques ce qu'il y a vu qui fonctionnait pas. Ils se sont tapés dessus. Je t'ai envoyé des vingtaines de mails. Tu m'as jamais répondu. Ah, mais moi, je t'ai envoyé ci. Jusqu'à ce que l'Italien dise, mais en fait, tu sais, c'est parce que ça marche pas. Je dis, mais comment ça marche pas? Joy, t'as eu une réponse des équipes comptables, ils t'ont dit que ça marchait. Je dis oui, ils m'ont dit que ça marchait. Il dit montre-moi le mail, mais en direct. Je lui montre. Ah, mais j'avais pas vu ce truc. Ah d'accord, ok. Voilà, problème résolu. Et c'est bête, mais quelque part, en effet, je peux citer la situation, puisqu'en effet, il y a eu un quiproquo qui a amené à une résolution. Et quelque part, les personnes se connaissent forcément, il y a qu'un responsable en Italie et qu'un sponsor pour ce projet-là, donc ils se connaissent. Mais voilà, ça a amené à une situation critique. On a apporté une solution qui est de la discussion, donc de la communication, encore une fois, et la communication a permis de résoudre le problème. Voilà un cas d'usage. OK, ouais, ouais, ça marche.
Est-ce que tu as d'autres questions, Aurélien ou moi? Je regarde mes notes. J'avais une question. Alors, depuis le premier cours, c'est vrai que je t'avais sollicité pour savoir un peu toutes les méthodes J'ai de gestion de cherché. projet, etc. Donc forcément, Hmm. là, dans le dernier, ça répondait à toutes mes questions. Donc c'est super, c'était très clair. Néanmoins, voilà, sur toi, tout ce que tu nous as appris, sur la phase, exécution, les outils, les points, et cetera, est-ce que, ça découle d'une méthode plus qu'une autre? Est-ce que toi, c'est Prince2, par exemple, plutôt Prince2 que tu nous mets en avant? Ou, ou c'est de manière générale, enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, dans ce que tu nous as appris, ça découle plus d'une méthode d'une autre? Alors, je suis très inspiré de Prince2. C'est un vernis. Mais Prince2 est une école assez généraliste. Donc, j'ai pris quelque part le plus simple et le plus applicable de Prince2 pour en faire une généralité. Néanmoins, dans ce que je propose dans la formation, il y a pas mal d'outils qui existent en dehors de Prince2. La gestion des risques, c'est quelque chose qui existe sans même qu'on parle de Prince2. Par Mmh, contre, Prince2 en parle en disant il faut gérer ses risques, il faut gérer ses incidents, il faut gérer ses problèmes. Euh, Pas forcément avec Prince2 va pas vous dire c'est Ishikawa, c'est telle méthode, c'est non, même il va parler de registre. Donc il y a un registre pour enregistrer ses incidents, ses problèmes, ses risques, mais il dit pas qu'on les qualifie avec notre matrice comme on l'a vu. Donc la gestion des risques, par exemple, avec la matrice, c'est quelque chose qui existe en dehors de Prince2. Mais le mmh, fait de le revoir régulièrement est en effet un principe de Prince2 qui, lui, d'accord. demande à ce qu'on les revoie régulièrement pour éviter, pour garder du contrôle sur le projet. Donc, je le cite, c'est vrai que je le cite pas dans toute la formation, parce que ça a pas d'intérêt et je ne veux pas que vous ressortiez de cette formation en vous disant, ah bah, j'ai fait une formation qui est plus Prince2. Non, c'est pas vrai, c'est très généraliste. Tout ce qu'il y a dans cette formation est applicable dans n'importe quel contexte et à la carte. Ça veut dire que Ouais. si vous n'avez jamais de problème, vous n'êtes pas obligé de faire des revues de problèmes et aucun Mmh, intérêt. Si vous avez un petit projet, aucun intérêt de faire une matrice de communication, et ça a pas de sens. Par contre, un plan de communication, gérer ses incidents de manière régulière, comité de pilotage, comité projet, petit ou grand projet, ça vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel projet. Et en effet, Prince2 va peut-être avoir un autre vocabulaire par rapport au comité de projet, comité de pilotage. Il y a aussi des comités qui sont un peu plus direction, etc. C'est un autre vocabulaire, mais quelque part, le principe est le même. OK, c'est très clair. OK. Et en finissant là la formation, là je suis en train de la terminer, je me suis posé la question et un point qu'on a peut-être pas forcément vu, c'est, l'évaluation. Alors certes, on a vu, certains points de l'évaluation, lorsqu'on définit le projet et cetera, tu vois? L'analyse des risques, des enjeux et cetera. Mais l'évaluation plutôt de l'impact, parce que moi je vois dans mes projets, tu vois? Je vais livrer, je sais pas, des dispositifs de formation, des outils pédagogiques, ce genre de choses. Après, bah, voilà, il faut que je mette, c'est ce qui est demandé par les financeurs parce que moi je suis souvent sur des Mm. formes des projets avec des financements publics, région, État, et cetera. Et on nous demande vraiment un gros travail sur, l'évaluation. Voilà, post projet, c'est-à-dire, mettre en place un suivi derrière et mettre en avant, l'impact que ça va avoir, sur le terrain, une fois que ces outils seront pris en main. Ouais. Donc donc là, on n'a pas vraiment vu l'aspect évaluation de l'impact dans cette formation-là. Mais on peut pas tout voir forcément en peu de temps, quoi, ça c'est clair. C'est vrai qu'on peut pas tout voir. Le type d'évaluation qu'on peut avoir dans le projet, c'est l'évaluation du projet en lui-même, mais que c'est plus une évaluation externe, une vision externe avec Mmh, un questionnaire de satisfaction, questionnaire d'ensemble. Euh, L'évaluation du projet en lui-même, elle est réalisée par le sponsor et le comité de pilotage lorsqu'on fait mmh, cette réunion de clôture, cette réunion de bilan. ouais, Euh, En fait, avant même, enfin, pour clore la phase d'exécution, disons qu'on a un comité exceptionnel d'exécution ou un comité de pilotage qui dit, bah voilà, ce comité de pilotage, lorsqu'on le réalise, si tout le monde est d'accord, on prend la décision de passer en phase de clôture. Euh,
c'est là que le pouvoir du sponsor et du comité de pilotage est important pour juger que le projet est conforme et du coup qu'on peut clore le projet. Euh, c'est en effet, si on devait être très rigoureux et peut-être mettre à chaque fois un point qui est lié à l'initiation pour pouvoir arriver à la phase de clôture, oui, on pourrait le faire. Tout dépend de la finesse que le sponsor veut avoir. S'il dit, bah écoute, il y a 20 livrables, je vais évaluer les 20 livrables, il faut que les 20 livrables atteignent 99% euh, de bonne réalisation de produits. C'est un critère. Et en fait, tout va dépendre Mmh. du contexte. Un projet informatique sera peut-être moins fin, mais peut-être un projet plus biologique, euh, peut-être pour produire un vaccin, par exemple, hein, je dis une bêtise. Bah là, oui, en effet, on a le risque, enfin, en tout cas, on doit arriver plus proche de 100%. Donc là, en effet, ça va pas être la même finesse. Et ces Mmh. critères d'évaluation peuvent aussi, hein, si le sponsor le souhaite, être définis pour qu'on puisse les prendre en compte. Mmh mh. Et est-ce que tu as des conseils ou des outils ou des ressources en ligne où tu pourrais nous conseiller, dire: «Bah, tiens, si sur le sujet de l'évaluation, je vous invite à aller, chercher sur tel site, ça pourrait vous donner des infos par rapport à ça», ou pas forcément, il y a pas forcément de ressources en ligne disponibles gratuitement, ouvertes? Alors, il peut y en avoir. Pardon, j'ai pas forcément creusé sur Internet pour trouver les critères. C'est vrai que les critères, en tout cas dans tous les projets que j'ai dû mener, sont menés de manière collégiale. C'est vrai que j'ai pas eu à aller sur Internet pour les trouver, mais c'est plus voilà, on attend un produit. Quels sont les critères importants à prendre en compte? Mmh. L'entreprise parfois a son critère important en faisant intervenir une équipe sécurité, d'être sûr que ça est conforme à la sécurité. Euh, D'autres vont avoir la partie liée au produit en lui-même avec des critères d'acceptation où une équipe de testeurs, par exemple, doit être sollicitée, une équipe du coup qui est externe à l'équipe projet, puisqu'elle est indépendante, va pouvoir mettre son critère d'évaluation et du coup être impartial. On peut nous avoir être en équipe projet se dire ah ben nous on l'a bien fait, ça y est, j'ai mon chef d'équipe et tout, voilà, ils m'ont dit que c'était bien fait, je leur fais confiance, ok voilà 100%, pas de souci. Mais dans certaines entreprises diraient, ah ben non, nous, on a une équipe de testeurs. Donnez le cahier de test aux testeurs, Mmh. donnez le produit aux testeurs, et derrière, c'est eux qui font foi. Ils ont aucun lien avec votre projet. Et parfois, c'est bien parce que ça permet de se remettre en question sur, on leur donne un cahier de test et puis ils vont dire, ah ben là, je comprends pas. Faut cliquer où là? Ah oui, oui, mais en fait c'est ça. Ah ok, mais tu l'as pas écrit. D'accord. Donc c'est aussi parfois un moyen de bien confirmer qu'un livrable est bien livré. D'ailleurs, ça fait partie des éléments qu'on voit aujourd'hui. Mmh. OK, merci. Je t'en prie. Mmh. Oui, donc sur les Tac. Sur les différentes activités que vous avez vues cette semaine, donc oui, il y avait le comité de pilotage, comité de projet. Donc ces deux comités sont des terrains d'échange, des terrains de communication. Le but est de rassembler des personnes pour traiter du projet et du coup faire un état d'avancement. C'est là où le comité de projet et le comité de pilotage se rejoignent. Ce terrain de communication se prépare et a besoin d'avoir des supports. Donc pour le comité de pilotage, on peut avoir une présentation PowerPoint qui va recenser l'ensemble des indicateurs, l'évolution du projet, l'évolution du budget, et différents points importants à présenter. Le comité de projet va être plus opérationnel. Et donc là, oui, on va aussi peut-être traiter des indicateurs, mais peut-être plus en finesse, plus technique et plus en détail. Euh, là où les principales différences vont être par rapport au niveau hiérarchique, puisque le comité de pilotage traite plus du niveau direction du projet. Le comité de projet est plus opérationnel, donc avec des chefs d'équipe, ou même les opérationnels eux-mêmes. Et la fréquence aussi d'occurrence. Comité de pilotage plutôt d'ordre de un mois, ça va dépendre des projets évidemment. Et comité de projet, on peut en avoir un chaque semaine, peut-être même plusieurs par semaine, ou un toutes les 2 semaines. Tout va dépendre aussi du contexte du projet. Donc plus fréquent puisqu'on est plus sur une activité de terrain. Par rapport aux deux comités pilotage et projet, est-ce que vous aviez des questions? C'était clair? Oui. C'était bon, ouais, pas de problème.
Et donc par rapport à la qualité, donc c'est une des choses dont on a évoqué là juste avant. La qualité est en effet un des critères numéro un pour amener le projet vers une satisfaction totale quelque part. Euh, j'amène toujours cette image. Si un projet, si vous avez en main un projet qui arrive à terme, en tout cas il y a des produits qui sont livrés dans le temps imparti, s'ils ne sont pas qualitatifs, ce sera pas un succès. En revanche, si vous livrez les produits du projet en retard par rapport à la date prévue, mais que vous avez bien pris le soin de d'informer vos interlocuteurs avant la date d'échéance, si les produits livrés sont conformes, répondent aux attentes, ce sera une satisfaction, même si le projet est un peu en retard. Donc l'idée quelque part est de toujours bien faire, vaut mieux bien faire en communiquant, en disant bah voilà, on aura un mois de retard à la date prévue, mais pour être sûr de livrer ce qui est conforme, plutôt que de tout faire, plutôt que de tout faire pour livrer à l'heure, mais du coup livrer des produits qui ne seront peut-être pas utilisables, ou en tout cas qui vont devoir être retravaillés avant d'être vraiment livrés. Voilà, ça c'est un critère qui est important. Et donc l'acceptation, elle s'évalue, elle se liste aussi quelque part. Lister tous ces critères d'acceptation sont importants pour bien évaluer les livrables du projet. Et les utilisateurs peuvent être eux-mêmes au service de la qualité. Quelque part, sont un petit peu juges de paix. C'est eux qui vont prendre en main les produits du projet. Et c'est eux qui vont peut-être faire le plus de bruit par rapport à ces produits. En tout cas, lorsque ça marche pas, ce sont les premiers à s'en plaindre. Et donc, quelque part, si on les met au cœur des différents tests finaux, donc grosso modo les tests utilisateurs, hein, on a ça beaucoup en informatique, l'idée de se dire, ben voilà, avant même de mettre en service un produit, on va vous le faire utiliser, voir si ça correspond à ce que vous aviez en tête, ou en tout cas à ce qu'on vous a présenté, et peut-être proposer des corrections avant de mettre les produits en production ou les produits finis. Donc quelque part, un utilisateur qui va vous envoyer un mail en disant, ben voilà, moi j'ai testé tous les produits, en tout cas tous les services que vous proposez, moi ils sont ok, je valide. Ça, vous présentez ça à votre commanditaire, vous présentez ça au comité de pilotage. Voilà, pour tous les pays qu'on a livrés, on a eu la validation de tous les utilisateurs qui étaient concernés. Là, il y a aucun, personne ne pourra revenir en arrière. Même si il y a des problèmes techniques. Donc si techniquement il y a des choses qui vont peut-être pas, mais au moins vous avez cette satisfaction qui est là derrière. Et donc par rapport aux différentes méthodologies, donc il y en a pléthore. Hein, donc moi je parle de la méthodologie agile, Waterfall, cycle en V, Prince2. Il y en a d'autres, mais je vous ai présenté les principales, en tout cas celles qu'on connaît le plus. Prince2, c'est vrai que c'est très lourd, c'est une grosse machine, en tout cas si on veut l'utiliser de manière complète. D'ailleurs, Prince2, c'est une certification qui est délivrée par un seul organisme, et quelque part, cet organisme propose de passer cette formation une fois qu'on a à peu près 5 ans d'expérience en gestion de projet. Donc quelque part, il faut déjà être chef de projet, avoir un peu de bouteille pour bien comprendre certains processus. Quelque part aussi d'avoir peut-être un petit peu trempé dans des projets d'envergure. Alors pas forcément être chef de projet, mais d'avoir un petit peu connaissance de tous les rouages d'un projet d'envergure. Donc c'est pour ça que je l'évoque. On voit que c'est lourd parce qu'en effet il y a les 7 thèmes, les principes, donc il y a tout ce qui compose Prince2 et encore c'est qu'une partie. Donc ça vous montre comment un projet aussi peut être mené lorsqu'on a un projet d'envergure. Mais quelque part voilà, un projet à 3 personnes ne peut pas se gérer avec Prince2, ce serait beaucoup trop lourd. Et donc Agile lui qui est plus dynamique, quelque part l'idée de pouvoir aussi mettre au cœur du projet les personnes du métier, si elles sont disponibles, pour qu'elles puissent aussi mettre leur pierre à l'édifice pour mener à bien un projet. Donc voilà un petit peu les disparités entre les différentes méthodologies. Pour la partie lean management, donc c'est un volet que j'ajoute en plus, qui est pas forcément important pour une réalisation de projet, mais qui pour moi a du sens, puisque quelque part c'est l'idée de pouvoir se remettre en question, en tout cas remettre en question sa gestion de projet pour toujours faire mieux. Donc éviter les gaspillages, hein, comme on dit beaucoup dans le Kaizen, euh, tout ce qui a un aspect répétitif dans votre projet peut
avoir à sa place dans une amélioration continue. Donc quelque part de se dire tous les 6 mois, on se pose et on se dit ok, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, qu'est-ce qui aurait pu être évité, et du coup qu'est-ce qu'on peut éviter maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en application maintenant de manière à gagner du temps. Et du coup faire toujours mieux. Et donc quelque part c'est faire ces revues de manière continuelle sur comment mieux réaliser, mieux gérer mon projet, vous permet aussi de gagner du temps. C'est parfois compliqué puisqu'on est déjà très occupé, mais parfois prendre cette petite demi-journée, ou peut-être une journée si vous le pouvez, pour balayer un petit peu tout ce que vous avez réalisé sur le projet et qui aurait pu du coup être évité et qui peut être évité dans le futur, peut vous faire gagner beaucoup de temps. Parfois, une journée peut vous faire gagner une semaine de travail et c'est pas négligeable. Et donc par rapport à la clôture du projet est une phase importante et parfois oubliée. Et donc elle est composée de pas mal d'activités comme le retour d'expérience, la clôture des registres, mais surtout de faire un bilan et quelque part faire le lien avec l'initiation du projet où on propose de réaliser le projet. Là ici on va clôturer le projet et se dire tout est fini, on a ces validations officielles, on fait ce bilan, on fait ce retour d'expérience et quelque part la boucle est bouclée. Personne ne pourra vous solliciter de nouveau. Pardon. Ensuite, il y aura une documentation qui sera disponible que vous mettez à disposition pour que les personnes puissent consulter ce qui a été réalisé dans le projet. Et donc ce transfert vers une équipe soit de maintenance ou un organisme qui va se charger du cycle de vie des produits commence à partir de cette phase de clôture. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous évoquer et par rapport à cette semaine, par rapport à l'examen? J'ai une toute petite question. C'est un chef de projet, est-ce qu'il doit avoir une expertise dans le domaine qui va piloter? Alors, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'était pareil. Dans mon cas, c'était pas le cas. Par exemple, avant d'arriver dans le domaine de la finance, j'étais dans le domaine de l'industrie. On m'a sollicité puisque le domaine de l'industrie est très pointilleux. Le domaine de la finance aussi. Bon, en effet, s'ils avaient trouvé quelqu'un dans le domaine de la finance, ils auraient peut-être pris quelqu'un d'autre. Mais ça m'a pas fait peur. Et quelque part, je m'en suis très très bien sorti puisque j'ai pu livrer une application financière pour 25 pays, pour un grand groupe, une application financière dont je connaissais rien, les processus financiers que je connaissais pas du tout. Donc quelque part, une bonne gestion de projet et avec un bon chef de projet, quelque part, alors, j'estime pas que je suis bon. L'idée, c'est plutôt de vous dire que lorsque vous êtes suffisamment curieux pour comprendre le sujet et comprendre ce dont il s'agit, vous avez toutes les clés pour réussir. Et comme je vous le dis souvent, le chef de projet n'est pas responsable de tout. C'est pas parce que vous gérez un projet chimique que c'est vous qui devez donner la formule chimique pour le produit qui va être livré ou pour le vaccin. Non, vous êtes là pour encadrer, être la chef d'orchestre pour diriger un petit peu les bonnes personnes. Ça, c'est votre rôle de chef de projet. C'est pour ça que le rôle de chef de projet est applicable n'importe où, vraiment. Ok. Aurélien, pas de questions pour toi? Non, c'était, enfin, sur la semaine, là, hormis la question que j'avais sur le retour d'expérience, c'était très clair. Non, non, je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Sinon, en dehors de la semaine, moi, j'avais des questions par rapport à la certification parce que je vais Oui, m'inscrire sur le mois d'octobre, pas sur là oui. parce que je serai en vacances. Et si en quelques mots, comment ça va se passer? C'est plutôt un exercice, c'est des quiz ou? Donc c'est un cas pratique. Donc un cas pratique va vous être exposé avec plusieurs questions qui seront autour de ce cas pratique. Le cas pratique peut être composé d'annexes, donc de documents complémentaires qui doivent vous permettre de répondre aux questions. Et l'idée en fait derrière tout ça est de se positionner comme un chef de projet et de répondre avec suffisamment de détails pour qu'on puisse comprendre que vous raisonnez comme un chef de projet. Donc c'est vraiment l'idée. L'idée n'est pas de recracher du cours. Donc il n'y aura pas une question sur quelle est la formule du calcul du ROI, par exemple. Ça, enfin, on s'en fout et quelque part chaque entreprise a sa méthode de calcul, mais plus de dire voilà, vous avez le contexte du projet. Je dis une bêtise. Du coup, parmi les acteurs parmi les personnes qu'on a recensées dans le contexte, qui est le commanditaire? Donc si vous dites bah c'est Jules,
ça suffit pas. C'est Jules parce que c'est lui qui apporte l'idée. Il vient avec les finances de l'entreprise pour vous les octroyer, vous les proposer. Et c'est la personne à qui on doit rendre des comptes. Enfin, ça transcende par rapport au contexte. Là, vous justifiez le fait que Jules est le commanditaire parce qu'il a ce positionnement par rapport au contexte. C'est lui qui ressort comme un commanditaire. Donc, il faut justifier ses réponses. Et du coup, le raisonnement est derrière, on comprend que vous êtes un chef de projet, que vous avez ce raisonnement-là. C'est vraiment Ok, l'approche. ça marche. Quand vous Ouais, arrivez au... Oui, dis-moi, Maud. on a une réunion le 21 là pour parler C'est ça, ouais. de ça aussi. Ok. Alors le 21 pour toi, Maud, et du coup, Aurélien, ce sera en octobre. Donc Ouais, je te la proposerai en octobre pour une session de révision. Donc il me semble, oui, que tu n'as pas dû recevoir le mail pour être convoqué à celle de la semaine prochaine. Mais t'auras bien un email et une invitation pour le mois d'octobre. Donc on se reverra au mois d'octobre, au moins pour Aurélien et Maud la semaine prochaine. ça marche. Donc cette session de révision, le but est de passer en revue les différentes questions possibles qu'on peut vous poser pour l'examen. Donc comme ça, avec toutes les sessions qui sont inscrites, enfin toutes les personnes qui sont inscrites à l'examen. Et voilà. Donc lorsque vous arrivez au bout de la session rework, vous avez donc un document PDF qui devrait se télécharger. Donc un gros document qui recense toute la formation. Donc lorsque vous arrivez vraiment au bout du bout, ce document vous est proposé, vous résume un petit peu la formation et qui peut vous aider du coup pour les révisions. Mm. Super, ça marche. Un plaisir d'avoir échangé avec vous. J'étais pas mal en retard pour votre session et je m'en excuse encore. C'est pas grave. J'ai pas quand même, Pas de j'ai pas souci. pour habitude d'être en retard sur les réponses de mail. C'est vrai que c'est important de les avoir. Bon, j'ai quand même pris le soin de vous envoyer les corrigés en temps et en heure. Mais surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Un mot d'ici la semaine prochaine, hein, hésite pas. Et puis Aurélien, d'ici octobre, hésite pas non plus. Ouais, ça marche. Super. En tout cas, merci pour tout, c'était super. Ouais. Ça a Ouais, répondu aux merci. besoins. Ouais. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis on se voit bientôt. Ouais. Super. Bon Bah, bon courage. À repos. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut.